Si la France a été la première à attribuer la pleine égalité de droit aux Juifs par le vote de l'Assemblée constituante en 1791, au début de la Révolution française, l'égalité de droit a été confirmée sous Napoléon Ier. Créé par les décrets impériaux des 17 mars et 11 décembre 1808, le Consistoire central israélite de France est depuis l'institution représentative de la religion juive de France. À sa tête, investi des plus grands pouvoirs en matière religieuse, le grand rabbin de France est la personnalité qui représente le culte juif vis-à-vis des autorités. Enfin, le grand rabbin de France détient une influence morale sur l'ensemble des rabbins français et de ce fait, il peut officier et prêcher dans toutes les synagogues membres du consistoire. Chaim Corsia, grand rabbin de France, bonjour. Bonjour. Je vous propose lors de cet entretien d'aborder les thèmes suivants: les attributions, les fonctions et le rôle du consistoire central. Ensuite, par rapport à la situation estivale actuelle, en l'état de vos connaissances, quelles seront les dispositions sanitaires que nous permettra le gouvernement pour célébrer les fêtes de Tishré et surtout Kippour? Puis, dernier volet, nous parlerons de la communication du consistoire à l'ère des réseaux sociaux. Mais pour commencer, Chaim Corsia, vous avez depuis votre élection effectué de nombreux voyages auprès des communautés juives de province. Comment vous pourriez définir dans l'ensemble la communauté juive de France? C'est une communauté dynamique, très dynamique, affective, chaleureuse, avec un dévouement exemplaire des rabbins, des administrateurs, des communautés, des présidents, des présidentes. Il y a une capacité d'accueil assez étonnante. Je le vis aujourd'hui à Cannes où je suis en vacances. Et je me rends compte qu'on retrouve beaucoup. Bon, les circonstances ont fait qu'il y a beaucoup de monde qui vient, qui aurait pu partir ailleurs, mais qui, compte tenu des circonstances, se retrouve ici sur la Côte d'Azur, et à Cannes en particulier. Mais j'ai vu une somme de dévouement et d'inventivité, je dirais même, pour recevoir tout le monde, qui est assez extraordinaire. Par exemple, on avait ce samedi un office à 6h du matin, 2 offices à 8h dans la synagogue, à l'extérieur de la synagogue, 2 offices à 10h du matin. Tout ça, ça crée un lien fort. Et toutes mes visites partout en France me font rencontrer ce même élan et ce même désir à la fois de porter un judaïsme vivant, authentique, et un judaïsme profondément ancré dans la cité. Est-ce que les communautés sont autonomes? Autonomes. Elles sont fédérées par le consistoire. Est-ce qu'elles ont des besoins? Lesquels, par exemple? Non, mais chaque communauté a ses besoins propres. Quand, par exemple, la synagogue de Lille est refaite complètement, c'est le besoin de la synagogue de Lille. Quand, en ce moment, Bayonne... Est-ce qu'elle n'a pas besoin de fidèles? Les fidèles, il y a... Parce que je me suis, il y a 2-3 ans... Non, les fidèles, je pense qu'il faut parfois les chercher. Alors, en ce moment, il faut rassurer les gens sur les conditions sanitaires qu'on a mis en place dans les communautés. Mais il y a des communautés qui ont moins de fidèles, mais sont des petites communautés. Les communautés dont j'ai pris l'exemple maintenant, que ce soit Lille, Bayonne, mais d'autres, ont besoin en gros d'un fédérateur, de quelqu'un qui soit capable, ça peut être le rabbin, ça peut être un président, un administrateur, quelqu'un qui va chercher les gens et qui va recréer cette dynamique communautaire. Mais quand vous avez la synagogue de Lille qui est en train de finir les travaux de la réfection de la synagogue, ça a coûté beaucoup d'argent parce que il y a une dynamique régionale. Vous avez des endroits où, certes, autour, notamment les villes centres, les villes importantes, autour, il y a effectivement une affection de certaines communautés qui peuvent disparaître. Je pense à une communauté que j'ai beaucoup aimée et que j'aime toujours, qui était ma communauté à Reims. Oui, évidemment, Reims peut grandir, mais d'autres petites communautés autour, Épernay, Sedan, Charleville, vont avoir moins de facilité, parce que les gens vont avoir tendance à se rapprocher des grands centres urbains pour suivre la dynamique économique. Et en gros, c'est à peu près la même dynamique. Est-ce qu'elle ne souffre pas défection du judaïsme? Enfin, si ça vous fait plaisir de dire qu'il y a défection du judaïsme, vous pouvez toujours le dire, mais c'est faux. C'est juste factuellement faux. Nos synagogues sont entretenues, elles sont visitées, elles sont utilisées. Nos écoles, chaque fois qu'il y en a une qui ouvre, elle est déjà pleine. Les restaurants cachers, chaque fois qu'il y en a un qui ouvre, il est déjà plein. C'est le cas à Paris, évidemment, mais c'est le cas partout en France.
Regardez par exemple ceux qui voyaient une sorte de défiance de beaucoup par rapport à des petites communautés. Mais non, c'est faux. Avec les questions du Covid où les gens par exemple n'ont pas pu partir en vacances à l'étranger, et bien brusquement, tout le monde est heureux de choisir des endroits où il y a des communautés autour. Par exemple, en Vendée, est-ce que vous savez qu'il y a une synagogue qui a été fondée au Sable d'Olonne? Si je vous avais dit la Vendée, est-ce que c'est une terre juive? Vous m'aurez dit, mais à peu près depuis Pépin le Bref, et en tout cas depuis le 27 septembre 1991, non. Et bien je vous réponds oui. Parce qu'il y a une quinzaine d'années, ou une vingtaine d'années maintenant, on a créé une communauté au Sable d'Olonne avec un lieu de culte qui a été acheté et qui vit parfaitement et pendant les vacances et tout au long de l'année. Donc vous voyez, il y a une organisation qui se met en place et la présence d'une synagogue dans certaines villes fait que des touristes viennent parce qu'ils ont envie, comme on l'a vu maintenant, de participer à un office, d'avoir un minimum de structure communautaire. Alors même si on considère que vos vacances font partie d'un voyage privé, je me permettrai de le dire, mais enfin, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, vous les avez passées ici à Cannes. Alors j'ai 3 questions. Vous en avez un petit peu abordé les premiers aspects. Comment vous avez trouvé la communauté de Cannes? Deuxième question, que pourriez-vous nous dire de son président et de son rabbin? Et dernière question, d'après vous, quels sont les points forts de la communauté de Cannes et surtout quels sont les points faibles, de manière à ce qu'on puisse s'améliorer? Comme vous l'avez dit, je suis en vacances et je fais pas si vous ne faites pas un état, mais vous regardez. C'est une communauté formidable, avec une grande union des fidèles, le rabbin, le président, les administrateurs et administratrices, et je trouve que c'est finalement pas par hasard qu'il y a ce bijou synagogal qui est ici. Et plus largement, on ne se rend pas compte que cette communauté, que je connais bien, je n'ai pas attendu de venir en vacances pour la connaître, mais cette communauté devient une des communautés très importantes de France parce que beaucoup de mariages se célèbrent ici dans la région. C'est le rabbin de Cannes qui traite ces dossiers sous l'autorité du rabbinat régional, du Grand Manteau-Boule de Nice, et il est en permanence en contact avec le Grand Rabbinat de France et avec le consistoire, de sorte qu'on puisse lui donner tous les éléments nécessaires à la célébration du mariage qui se passe. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Donc c'est aussi une force d'avoir la possibilité que tous les fidèles qui se trouvent, regardez l'office de ce matin par exemple, avec beaucoup de monde, on a quand même la possibilité de se retrouver en vacances sans abdiquer de sa spiritualité et de la possibilité de manger cachère avec tous les restaurants qu'il y a autour, avec le restaurant du centre communautaire qui marche très bien, j'ai pu le vérifier moi-même, avec les Shabbats pleins qui ont été de grandes réussites. Ça veut dire donner la possibilité à des gens qui sont en vacances ici de pouvoir passer un repas de Shabbat. Oui, c'est vrai, le dernier, plus de 300 personnes. Non, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y avait et la tafina pour les Marocains et les Algériens, et la pkaïla pour les Tunisiens. Oui, le samedi. Voilà. Et alors, évidemment, pour ceux qui ont un nom plutôt ashkénaze comme le vôtre, ils avaient aussi la possibilité de choisir d'autres choses. C'était formidable. Je trouvais que c'était très inventif, cette façon de donner à chacun le sentiment d'être chez soi. C'est peut-être la spécialité de cette communauté qui offre à chacun, à chacune, le sentiment d'être chez soi, même loin de chez soi. Sur le site Gouvernement Info Coronavirus, on peut lire « Depuis le 20 juillet, le port du masque est obligatoire dans les lieux clos recevant du public, ainsi que dans les lieux estimés pertinents par les préfets de chaque département, sauf les locaux d'habitation en fonction de la situation épidémique locale. » Donc un studio radio, studio de radio, une télévision, ce que vous voulez, qui est clos, par définition, on doit avoir le masque. Et vous ne l'avez pas. C'est grave. C'est très difficile de pouvoir parler. Peu importe. Non, et le 16 août... Pardon, peu importe. Vous savez que moi, j'ai lu ici, on m'a fait l'honneur de me donner à lire la paracha après le petit bar mitzvah qui a remarquablement lu ce Shabbat, et je l'ai fait la semaine dernière aussi. On lit la paracha et on fait tout l'office avec un masque. Donc en fait, ce que vous me dites en lisant cet arrêté préfectoral, mais qui est valable partout en France, ça annonce ce qui sera pendant les fêtes, c'est-à-dire l'obligation d'avoir un masque. Nous devrons tous prier avec un masque. C'est pas une question de probablement c'est mieux. Non, non, ce sera obligatoire. Et c'est le scénario qui est envisageable. C'est ce qu'il faudra faire. Et croyez-moi, on a parfois des fortes têtes dans nos communautés, des gens qui estiment que eux savent mieux que tout le monde. Il faudra que tout le monde se plie de manière absolue à cette directive. Le masque
Oui, sans masque, pas d'office. Pas compliqué. Quand je dis c'est pas compliqué, ça veut dire que il faut que ce soit une réprobation collective. J'ai même vu ici les difficultés parfois, ici, dans la cour de la synagogue, alors que nous prions en extérieur, on a tenu à mettre le masque. Il y a toujours des petits malins qui portent le masque un peu comme ça, vous voyez. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce que non seulement ils se mettent en danger eux, mais ils mettent en danger d'autres. Donc c'est une question de responsabilité collective. Nous serons très stricts comme nous l'avons toujours été. Mieux, nous avons toujours anticipé toutes les directives ministérielles. C'est-à-dire que quand le gouvernement disait quelque chose, on disait beaucoup plus et on l'a dit beaucoup plus tôt. Donc nous continuerons à essayer de garantir la plus grande sécurité pour le bien-être sanitaire des fidèles. Et c'est notre responsabilité collective. En plus, vous avez à Cannes le docteur Bodoc qui est formidable. Absolument, que j'ai reçu juste avant les vacances. Bon, lui, non seulement il s'occupait de la communauté de Cannes, qui est importante, mais il s'occupait aussi au niveau national de faire un travail très lourd sur la circoncision, etc., pour voir comment on peut pratiquer la circoncision dans les meilleures conditions sanitaires à propos en rapport avec le Covid. Donc, on est toujours dans la recherche de la meilleure solution, celle qui gêne le moins les personnes, mais qui assure une sécurité sanitaire optimale. Et c'est notre responsabilité, je dirais même spirituelle. Chaim Corsia, en 2 mots, Kippour, on le passe ensemble ou chacun chez soi? Mais non, enfin, il n'y a aucune raison pour l'instant qu'on envisage. D'abord parce qu'il n'y a pas de confinement. Donc il n'y aura pas de reconfinement. Il y a simplement des règles simples. Mais regardez, vous êtes plutôt quelqu'un de sympathique, que j'aime bien, mais vous êtes têtu. Pardon. Vous ne mettez pas le masque alors que votre technicien qui est formidable et le réalisateur, il met son masque, je mets mon masque et vous ne le mettez pas. Pourquoi? J'aime pas parler avec le masque. Si j'étais cohérent avec ce que je viens de dire, je sortirais tout de suite. Mais vous avez votre masque là. Mettez votre masque. Qu'est-ce que ça peut vous faire de parler avec le masque? Voilà. Donc en fait, vous voyez comment chacun pense, oui, il faut des mesures de sécurité, mais chacun se dit, je peux m'en exonérer. Pourquoi vous? La réalité, c'est ça. C'est une coproduction de sécurité. Quand nous sommes comme ça, nous pourrions être infectés 2 sur 3, le 3e ne risquerait rien, parce que lui-même est protégé, et nous-mêmes, nous protégeons l'autre. Pourquoi ne pas le faire? Donc oui, ça sera compliqué, un peu plus chaud, de prier comme ça toute la journée de Kippour, mais nous prierons dans ces conditions à Kippour. Et on gardera les mesures de distance, on gardera le gel à profusion. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on a transformé la société française? On a eu une chute terrible de la gastro-entérite en France, tout simplement parce que nos concitoyens ont appris à se laver les mains. Ce qui prouve qu'on était quand même très déficient sur le fait auparavant. Donc il faut qu'on soit capable de s'imposer les uns les autres sans, je veux pas qu'il y ait des autodéfenses, je te mets un coup si tu mets pas ton masque. Mais il faudra qu'on prenne l'habitude de prier pour l'instant, tant que le virus circule, tant qu'il n'y a pas de vaccin, tant qu'il n'y a pas une certitude de sécurité sanitaire, de prier toujours avec ces masques. Dans cette dernière partie... Sauf quand vous buvez un peu de thé, comme je le fais maintenant depuis tout à l'heure. Alors là, pour le c'est déjà plus difficile. Mais oui, là, pour boire le thé, il vaut mieux enlever le masque. Alors, dans cette dernière partie, Chaim Corsia, nous allons évoquer la communication du consistoire central. Excusez-moi, que je trouve à minimal, hormis un site internet. Et alors que toutes les enquêtes montrent l'importance désormais plus grande accordée à la pratique religieuse dans l'identification, une partie de la population juive n'a pas tendance à se tourner naturellement vers le consistoire pour les actes de la vie courante. J'aurais pu dire, au lieu de tourner, j'aurais pu dire se détourne du consistoire. Chaim Corsia, d'après vous, nos coreligionnaires, méconnaissent-ils les attributions, les fonctions, le rôle du consistoire, ou alors y a-t-il d'autres causes, raisons ou facteurs qui interviennent? Bon, moi je ne vais pas vous réécrire vos questions et vous les poser comme vous le sentez. Mais je pense que votre analyse n'est pas juste pour la raison simple que nos services au consistoire, et je parle, moi je suis au consistoire central, mais je vois aussi les services du consistoire de Paris, sont débordés de demandes. Je pense notamment à la question du statut religieux. C'est-à-dire que pour les questions alors évidemment, pour tel ou tel acte, une prière, les gens peuvent aller là ou là. Et pour établir des documents, comme par exemple un certificat de judéité, c'est par le consistoire que ça passe. Pour les actes comme le divorce, malheureusement, qui arrive aussi, c'est auprès du consistoire que les gens viennent. Pourquoi? Parce que nous sommes au consistoire dans la proximité avec les fidèles, dans la proximité avec les familles, dans la proximité avec chacun et chacune de celles et ceux qui, à un moment de leur vie, ont besoin
d'un service religieux, ont besoin d'un accompagnement religieux. Le consistoire, c'est cette présence dans des endroits où personne ne veut s'installer. Alors évidemment, il y a des endroits plus prestigieux où les gens préfèrent aller. Mais moi, je vous parle de Garges-les-Gonesse, je vous parle de Sarcelles, je vous parle de Créteil, je vous parle de Montauban, je vous parle de Verdun. Là, il y a une synagogue consistoriale, et là, le consistoire. Et le consistoire, c'est pas uniquement les flonflons, la joie et du monde au moment de la Baumer, c'est qui est une fête très, très sympathique que nous célébrons avec beaucoup d'enthousiasme dans toutes nos synagogues. Mais c'est aussi ce quotidien qui fait que quand vous mangez de la viande, vous devez savoir qu'il y a toute une chaîne de responsabilité, de vérification, de traçabilité qui va assurer depuis l'abattage, depuis le contrôle, depuis la distribution, depuis la cachérisation, la viande qui arrive dans votre assiette. Alors pourquoi il y a autant de théodotes? Parce qu'il y a autant de théodotes, parce qu'il y a la liberté d'entreprise et que nous n'avons jamais fonctionné en empêchant les autres de faire. Donc après, le client décide comme il l'entend. Nous n'avons pas vocation à... Alors moi, j'ai pas vocation à empêcher d'autres de faire. Je vais pas vous dire comme Mao que sans fleur éclose, mais je vous dis... Quand même ces théodotes ou même ces personnes qui peuvent faire à un moment quelque chose de plutôt bien, d'ailleurs, je critique pas, moi. Je dis simplement, c'est le système consistorial qui défend les uns les autres. Quand, par exemple, ici, il y a un souci, ici à Cannes ou à Nice ou à Paris, où vous voulez en France, il y a un souci, c'est l'autorité du consistoire qui voit avec les autorités du gouvernement, en général l'autorité préfectorale, pour essayer de trouver des solutions sur les questions de la sécurité. Maintenant, quand nous, on s'occupe de la sécurité, je sais que le président de Cannes, mais le président du consistoire régional, Franck Israël et d'autres, c'est le cas à Nice avec Maurice Nidam et tous les autres. Nous ne défendons pas que nos synagogues. On n'est pas dans une folie qui ferait que tout ce qui n'est pas consistorial n'existe pas. On a mis on a fait en sorte qu'il y ait aussi une protection devant tous les lieux de culte juifs, tous, quelle que soit leur obédience, parce que c'est notre responsabilité collective d'avoir ce bien-être, cette recherche de bien-être, cette recherche de diversité. Le judaïsme n'a jamais été monolithique. Le consistoire, c'était la volonté de Napoléon qui nous a sauvés. Napoléon a mis en place une organisation de judaïsme qui lui a permis de tenir encore aujourd'hui avec cette organisation, avec des rabbins, des grands rabbins, avec des consistoires, avec une structuration. Si vous voulez, c'est étonnant. Les mêmes qui hurlent en disant le consistoire est trop centralisé, alors que on est fédéralisé en réalité. Les communautés sont toutes nos, mais elles participent à la même espérance. On construit une volonté de vie commune, et une espérance même pour l'ensemble de la société commune. Et en même temps, on dit aux musulmans, vous n'êtes pas assez organisés. Il faut savoir, on veut organiser ou pas assez organiser. Probablement que le modèle consistorial est celui qui va servir de modèle pour nos concitoyens musulmans, ce qui prouve qu'il a quand même plutôt du bon. Je l'ai dit dans ma présentation, le grand rabbin de France est la personnalité qui représente le culte juif vis-à-vis des autorités. Alors je sais bien que entre communication et propagande, la frontière est ténue, mais à l'instar d'autres organisations, le consistoire ne souffre-t-il pas d'un manque pas de communication, mais de transmission? Chacun peut toujours vouloir améliorer, c'est très sain. Ceux qui pensent qu'on fait pas assez bien, qui viennent faire avec nous, c'est pas compliqué. Mais je peux vous dire que la communication, notamment pendant la crise du Covid, qui a été brutale, qui a été immédiate, a montré, que nous avons anticipé, et je ne vais pas commencer à vous donner des dates, mais j'ai été auditionné par la commission du Sénat, et je me suis rendu compte, en préparant l'entretien avec eux, et eux m'ont fait remarquer à quel point on avait anticipé surtout, et on avait assuré une communication qui, je vous le dis très froidement. Anticipé. Mais alors pourquoi il y a eu autant de morts dans la communauté? Non, c'est vous surtout, qui surtout sur la région parisienne. Non, il n'y a pas eu autant de morts sur la communauté. Il y a eu des morts comme partout, dans les lieux où il y avait le virus qui circulait très fortement. Dans le sud de la France, il ne circulait pas à l'époque, tellement moins que c'était Epsilon. Il circulait en Île-de-France, où il y a une très grosse communauté juive, à Strasbourg, où il y a eu beaucoup de personnes atteintes, mais pas autant de décès. Il y a eu en revanche dans les maisons de retraite. Alors là oui, comme toutes les maisons de retraite, avec une impréparation et avec une arrivée massive du virus où les gens n'ont pas su quoi faire. Non, mais donc, par exemple à Créteil... mais Créteil, parce qu'il y a une maison de retraite, il y a la maison Kellmann. Oui, mais où il y a eu de la synagogue, le rabbin, etc. Il y a eu la maison Kellmann, à Sarcelles, il y a une maison de retraite également, à Paris aussi une maison de retraite. Alors après, il y a des gens qui n'ont pas suivi nos consignes. Je peux vous dire, c'est le 4 mars. Donc bien avant Purim, parce qu'il y a eu aussi... l'idée que Purim, c'est terrible. Non, c'est faux.
Il faut dire c'est faux. Maintenant, ça peut plus faire plaisir aux gens de dire c'est pourri. Alors, dites c'est pourri, mais c'est faux. Non, c'est bien de remettre les choses en place. C'est factuellement faux. D'abord parce que le 4 mars, j'ai convaincu le président du Consistoire central, Joël Mergui, nous avons fait avec lui un message à l'ensemble des communautés juives de France en leur disant plus d'embrassades, plus de serrage de main. On protège les personnes âgées et les personnes fragiles. Les autres, etc. On fait tout ça. L'erreur que je commets à ce moment-là, c'est de dire mais pas d'affolement, il n'y a pas besoin des masques. Vous voyez, comme quoi j'apprends. Maintenant je suis absolument strict sur le masque. Mais à l'époque, il n'y avait aucune demande du masque. L'OMS disait que ça ne servait à rien. Absolument, le gouvernement aussi. Mais voilà, donc moi j'étais dans ce que me disait l'Académie des sciences. Moi j'ai demandé à l'Académie des sciences, j'ai vu avec eux, c'est comme ça d'ailleurs que je suis alerté si tôt, c'est que je vois le programme d'un colloque qui devait avoir lieu le 10 mars, et dont je reçois le programme le 2. Oui, j'ai mis 2 jours à vérifier, appeler et faire ce texte. Mais à Purim, par exemple, qui était le 9 mars à Purim, j'ai demandé à ce que les personnes âgées ne viennent pas, les personnes fragiles ne viennent pas. On a divisé par 3 le nombre de personnes dans les lieux. Là où j'avais prié, l'année d'avant, on était 580, il y avait une 60aine de personnes dehors. On a fermé les portes. Cette année, j'avais limité à 200. J'ai fait 2 lectures, une à 19h30, une à 20h30. J'étais le week-end juste avant Purim à Villeurbanne. J'ai mis des conditions drastiques. Pas de serrage de main, pas d'embrassade, et c'est le gel. Donc, on a anticipé. Et on l'a fait savoir. Quand je dis on l'a fait savoir, c'est qu'on a utilisé les réseaux sociaux, on a utilisé tous les moyens de communication. Pendant le Covid, nos rabbins, et le vôtre en particulier d'ailleurs, le rabbin Moyal, tous nos rabbins ont été formidables. Le vôtre, si je parle du vôtre, c'est que le vôtre tout seul venait ici, faisait l'office, et par Zoom, il y avait des centaines de personnes partout en France qui se connectaient à son office. Et aujourd'hui encore, quand nous prions dans la cour de la synagogue, dans la semaine, il a le téléphone, il fait en Zoom, et il y a des personnes dont le grand rabbin il a plus de 700 personnes qui le suivent. Bon, donc vous voyez bien que l'inventivité et la communication de nos rabbins et des communautés a été plutôt formidable. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une personne? Il y a des personnes qui ont été isolées, mais les mouvements de jeunesse ont distribué les colis de Pessah, et je trouve qu'il y a une mobilisation générale. Les radios ont été formidables. Je faisais une communication tous les jours sur la radio juive, qui était reprise d'ailleurs en province par les réseaux qui voulaient bien reprendre cette communication. On faisait des films vidéo. L'idée, c'était d'aller au contact des personnes pour leur expliquer comment faire, pour leur expliquer comment respecter les directives. Et je peux vous dire que le gouvernement a vu, puisque certains m'ont fait remonter, le fait que ça fonctionnait remarquablement chez nous, même si c'est assez flatteur de dire que d'autres nous disaient que c'était formidable ce que nous faisions, et moi je savais qu'on pouvait encore améliorer. Bon voilà, on peut toujours améliorer, mais enfin on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait. Alors vous parlez des réseaux sociaux. Alors ces réseaux sociaux, juifs ou non, comme Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, etc., ont démontré leur efficacité, vous venez de le dire. Le consistoire et toutes les informations autour de la vie juive qu'il devrait véhiculer, c'est-à-dire transmettre, par exemple la cache-route, les produits, les distributeurs, les restaurants placés sur sa responsabilité, tout ça, c'est un peu à nous d'aller les chercher, d'aller chercher l'information au lieu de la recevoir. Maintenant, non. Regardez. Prenez votre téléphone, le voilà. Oui. Vous allez sur le site Consistoire. Oui, c'est ce que je dis. Non, mais non, et quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez pas non plus que je fasse une liste de juifs pour que je vous envoie les trucs? Vous croyez que c'est... Attends, il faut être cohérent. Non, mais d'autres exploitent ce système. D'autres font comme ils veulent. Nous avons une application formidable. Avec, là, je suis sur le site Consistoire, j'ai les livres, j'ai la paracha, j'ai le sidour, j'ai les contacts, j'ai le temps, j'ai les produits cachers. Vous voulez quoi? Entretien, épicerie, frais, fruits et légumes, hygiène, beauté, surgelé. Je vous donne... On a accessible... Tout est accessible. Il faut qu'il y ait un minimum de volonté aussi. Et ce que nous faisons, c'est que nous respectons les choix des uns et des autres, et que nous ne nous imposons pas. Nous ne sommes pas dans une façon violente, j'allais dire, d'imposer notre vision du judaïsme. On est à la disposition des fidèles, on a mis des structures, nous sommes très présents sur les réseaux sociaux, il y a les newsletters du Consistoire qui fonctionnent très bien. Maintenant, ce site que je viens de vous montrer sur mon téléphone, que j'utilise personnellement sur les produits cachers, donc je peux vous dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas ou c'est mal fait, je le dis. Donc ça fonctionne, on peut toujours l'améliorer, mais ça fonctionne. Nous voici arrivés au terme de cette émission. Alors, juste avant que nous quittions, Chaim Corsia, grand rabbin de France, une dernière interrogation. Le 22 juin 2014, vous avez été élu grand rabbin de France pour 7 ans.
l'année prochaine, en 2021, est-ce que vous allez vous représenter? Quand je prie ici, il y a un bonhomme formidable qui s'appelle Monsieur Lévy. Et il aime bien marteler des mots importants de la prière, avec sa voix incroyable. C'est l'ancien Khazan de l'office égyptien de la victoire. Et notamment, il martèle un mot dans Balétion, Baruch Hashem, qui est une reprise du psaume, ça doit être le psaume 68, ça doit être le verset 19, je pense, ou 20. Baruch Hashem Yom Yom, source de bénédiction sois-tu, Seigneur, jour après jour. Ben, c'est ma réponse, jour après jour. J'ai eu le très grand honneur de recevoir en ce vendredi Chaim Corsia, grand rabbin de France, qui a bien voulu répondre à quelques-unes de mes questions. Chaim Corsia, merci. Bonne semaine.